Bon ben voilà, cette Race Across Paris, c'est fait. Enfin, c'est à moitié fait, hein. Si vous me suivez sur Instagram, par exemple, bah, vous savez déjà que je me suis arrêté en cours de route, plus ou moins à la moitié, pour cause de mal aux genoux. Et oui, les genoux ont encore frappé, ce n'est pas la première fois. Et sur les courses Race Across Series, bah, c'est vrai que ça arrive très tôt dans la course. Souvent, j'ai eu mal aux genoux, hein, sur des trucs à vélo comme ça, mais généralement, ça arrive plutôt après, je sais pas, 500-600 km. Là, sur les race cross, à chaque fois, c'est plutôt après 250-300. Et pour une fois, bah, j'ai préféré jouer la carte de la sagesse, m'arrêter. En fait, j'ai même fait demi-tour, hein, j'avais essayé de repartir, j'ai fait demi-tour, plutôt que de me faire mal sur du long terme. Et un peu plus tard dans cette vidéo, bah, je vais vous expliquer ce que je compte mettre en place en fait pour essayer de parer ce problème et que pour la suite ça aille mieux. Donc là je vais pas revenir trop dessus. Ce que je peux vous dire par contre c'est que c'était vraiment un très chouette événement. J'ai quand même passé un bon moment. Voilà, franchement c'était cool. J'ai pu rencontrer beaucoup d'entre vous qui participaient à l'une des distances. Il y a eu pas mal de discussions. J'ai eu comme ça le temps de faire quelques photos aussi sur d'autres départs. Euh, voilà, franchement, j'ai passé un bon moment. Le seul truc très grave, c'est que du coup, j'ai pas tous mes carrés sur Stat Center. Ça fait chier. Il va falloir que je retourne par là-bas pour prendre tous ces carrés et colorier un petit peu ma carte. Autrement, il y aura une vidéo qui va sortir sur la chaîne principale pour retracer un petit peu cette demi-aventure. Il y a quand même quelques petites choses à voir. Et si vous avez des questions, je vous propose de les mettre en commentaire. Comme ça, on fera une petite FAQ, pourquoi pas, sur cette course ou même sur d'autres. Là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais revenir rapidement déjà sur le matériel que j'ai pu tester sur cette course. Et il y a eu quelques petites choses. On peut commencer par exemple sur mon casque, le Rudy Project Egos. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je m'étais entraîné sur 340 bornes justement pour cette course, où j'avais validé un petit peu les réglages du vélo et où je n'avais pas eu de soucis. Donc c'est pour ça que pour les genoux, c'est pas de bol. Ce casque, je vous avais dit que j'aimais bien, que son défaut pour moi, c'était qu'on ne pouvait pas mettre de lunettes dedans. Après, par contre, je vous avais peut-être pas montré, il y a un truc qui est intéressant, c'est par ici. Là, en fait, ce sont des petits éléments réfléchissants qui sont placés derrière. Donc ça, c'est pas mal pour la sécurité. Et surtout, aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point, c'est que ce casque, en fait, il peut faire mal. Ici, il y a les petits coussinets en mousse, et ça m'était déjà arrivé plusieurs fois, et ça m'est arrivé sur cette Race Across Paris. Si quand vous mettez le casque sur la tête, vous avez le malheur d'en avoir un qui est un petit peu retourné comme ça, je sais pas pourquoi ça se met comme ça, mais ça peut arriver. Au bout d'un moment, ça fait très mal ici, et j'ai eu très mal ici le matin. On est parti de nuit, et à la fin de la nuit, c'est vrai que ça commençait vraiment à appuyer. Donc voilà, faire attention avec ce casque et sans doute avec d'autres que le petit machin va se mettre bien en place. Mais c'est un peu chiant, peut-être qu'ils auraient dû prolonger le velcro, je sais pas. Mais autrement, il a été très confortable sur la durée. Deuxième élément que j'ai un peu plus testé, ce sont les gants. Ce sont les Grip Grab Polaris, je crois, un truc comme ça. J'avoue que j'ai un doute sur le modèle. Bon, de toute façon, je vous remets en description des liens vers tous les trucs dont je vous parle aujourd'hui, si vous voulez les retrouver. Ça, ce sont des gants hiver qui sont en plus waterproof. Enfin, waterproof, en tout cas, qui sont bien imperméables. Je ne sais pas combien de temps ils tiendraient sous de la pluie. Là, on a eu quelques gouttes. Et comme il faisait pas très chaud la nuit, j'ai préféré mettre ça. Parce que vous savez, moi, les mains, c'est assez sensible au froid. Et franchement, j'ai pas eu froid. Les mains sont restées sèches, sauf arriver un peu plus sur le matin ou à des moments où ça s'est réchauffé. On va dire qu'au-dessus de 7 degrés, vraiment, je commençais à avoir du mal à les supporter. Enfin, je commençais à transpirer un petit peu dedans, même si avec le vent, bon, ça passait. Mais voilà, ces gants-là, franchement, très bien, avec résistance à l'eau et tout, c'était pas mal. Toujours de chez Grip Grab, j'ai utilisé ces couvre-chaussures. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo où je montrais le matériel que j'allais emmener. Ce sont les couvre-chaussures Explorer, je crois, ou Explore, un truc comme ça. Donc, ils sont en fait un petit peu tricotés, comme ça, avec la membrane imperméable dedans. Là, c'est un modèle spécifique pour les chaussures VTT ou Gravel, vous savez, à SPD, qui est résistant, du coup, avec un embout renforcé. Ici, c'est renforcé. Enfin, vous voyez, je les ai portés sur plus de 500 km, là, du coup, et franchement, en dessous, ils sont nickel. J'ai quand même pas mal marché avec. Alors là, plutôt sur route, ça me permettait quelquefois de détendre un petit peu les genoux entre deux bosses. Donc pour marcher, voilà, ils tiennent le coup. Franchement, j'en suis content. Ils m'ont gardé les pieds au chaud. Ils m'ont gardé les pieds au sec sur le peu de gouttes qu'il y a eu. Il faut le retester vraiment avec des grosses averses. Maintenant que j'ai, vous savez, comblé le trou sous les chaussures au niveau des cales. D'ailleurs, je ne peux pas vous dire, avec juste ce qu'il est tombé, si vraiment d'avoir bouché ça, ça a permis d'étanchéifier au mieux les chaussures. Je pense, car j'ai pas senti d'humidité avec ces quelques gouttes et l'eau qui pouvait remonter de la route. Et petite anecdote marrante à ce niveau-là, c'est que il y a un d'entre vous que j'ai croisé qui prenait le départ du 300, je crois.
qui m'a montré le dessous de ses chaussures où il avait mis justement du scotch. Il me dit bah tiens, ta vidéo m'a donné une idée. Et là je lui dis par contre sous ta chaussure je crois qu'il manque la cale. Et il avait du mal resserrer sa cale et en fait il l'avait perdu devant la salle où on prenait les dossards et tout ça, enfin devant la base de vie. Coup de bol, quelqu'un avait dû la ramasser et la poser dans un coin avec les vis et tout, donc il a pu la retrouver facilement et la remettre en place, mais il a failli partir avec une chaussure sans cale, donc si vous faites des modifs ou même juste si vous installez les cales, pensez à bien serrer les vis. Pour en revenir à ces trucs-là, moi j'ai pas spécialement transpiré dedans, même la journée je les ai conservés et tout, donc franchement j'en étais vraiment très content niveau isolation et tout. Ils sont plutôt faciles à mettre et à enlever, c'est vraiment comme des chaussettes qu'on met par-dessus la chaussure. Il y a juste, moi avec mes chaussures Sidi, là, le système d'accroche où les petits passants pour les lacets s'accrochent un peu à l'intérieur. Donc je pense que j'ai déjà un petit peu attaqué peut-être le textile intérieur ou la membrane, je sais pas. Ça sera à voir, mais autrement, franchement, ça le fait bien. Ensuite, j'avais la veste, la Spin Shift de chez Gore. Alors, j'ai pas pu trop l'essayer sous la pluie, puisqu'en fait, les moments où il a plu, j'ai décidé de ne pas enfiler la veste, parce que sans ça, j'aurais eu quand même un petit peu chaud. Je l'ai mis plutôt le lendemain, quand je commençais à être fatigué et qu'il y avait du vent, et du coup, que là, j'avais un peu froid avec le vent, même si finalement, ça m'a fait un peu transpirer dedans. Elle est pas mal, forcément comme toute veste imperméable on transpire dedans s'il pleut pas trop, enfin moi en tout cas je l'ai supporté quand même en l'ouvrant. Après attention, la coupe est vraiment très fitée, ce qui fait que si comme là vous avez un maillot un petit peu épais, moi j'avais un maillot mérino et quelques trucs dans les poches, on peut se retrouver un peu engoncé. Pareil, je l'avais enfilé en fin de nuit par-dessus ces gants-là, ça coinçait au niveau des manches ici, donc je me sentais un peu bloqué. Mais voilà, à part la coupe très fitée, qui ne conviendra pas à tout le monde, ça faut faire attention. Franchement, elle a l'air bien. J'ai hâte de pouvoir la tester comme sous une inverse pour voir un petit peu ce que ça donne. Un autre truc que j'ai essayé, là on passe sur de la bouffe, c'est cette purée de chez NAC, purée salée, c'est butternut patate douce. Butternut patate douce. Et j'ai bien aimé. En fait, sur la fin de la boucle de 500 km, il me restait quelque chose comme 40 bornes à faire. Je me suis dit, tiens, je vais tester ça, parce que comme après, je vais sûrement repartir de nuit, ce sera plus difficile de trouver à manger. J'en avais prévu 2 autres de plus, et je me dis, si ça le fait bien, ça pourrait me nourrir pendant la nuit. Alors, le goût, au début, ça fait peut-être un petit peu acide, un peu étrange, mais en fait, c'est pas mauvais du tout. Surtout, ça fait du bien de manger un truc qui est salé, mais vraiment quelque chose de salé. Il n'y a pas l'impression de manger une barre ou quelque chose. Ça passe bien, c'est très consistant, donc on a quand même l'impression de manger. Vraiment, ça, c'est hyper agréable. Et après, par contre, ça fait que 200 calories, donc ça fait peut-être pas de l'énergie pour hyper longtemps. Mais non, ça c'est pas mal, c'est peut-être un peu lourd, un peu encombrant à trimballer. Mais je pense que je reprendrai régulièrement sur des ultras, parce que c'est vraiment un truc salé, agréable à manger, et qui semble consistant. Maintenant, pour le programme, pour la suite, dans quelques jours, j'ai l'Ultra Bike France Jura. Alors je suis inscrit sur le 500 km. Maintenant, si je sens que les genoux, ça va vraiment pas mieux avant, pourquoi pas prendre le 300, voire même le 200. Le but, c'est de faire quelque chose en se faisant plaisir, de le faire bien, plutôt que d'aller se faire mal à coup sûr. Mais là, les genoux, déjà, ça va mieux. Je fais des étirements, je passe un peu de pommade, un peu de machin, un peu d'huile essentielle. Franchement, ça commence à aller mieux. Donc, il y a quand même de bon espoir que ça le fasse. J'ai aussi un petit peu retouché la position des cales des chaussures, là, en refaisant les petites marques qui vont bien avec les articulations. Donc, il me reste à aller tester ça. Mais on verra. Donc Ultra Bike France Jura, je n'irai pas tout seul, Laurence viendra avec moi, comme ça on pourra refaire une petite vidéo avec son vélo, mon vélo, les équipements des uns et des autres, et une petite surprise pour Laurence. Je ne sais pas si elle verra cette vidéo avant qu'on se retrouve là dans quelques heures, mais voilà, elle aura une petite surprise qu'on découvrira dans cette prochaine vidéo. Ensuite, il y aura la Race Cross France fin juin, le 2500 km, pareil si tout va bien, et après ça, on verra. Mais j'avoue que j'ai vu qu'il y avait d'autres Ultra Bike France sur des destinations sympas, les Pyrénées, les Vosges, l'Ardèche. Pourquoi pas aller s'aligner là-dessus et peut-être aussi sur d'autres choses. Maintenant, je prévois quand même quelques petites modifs sur le vélo pour le rendre encore plus adapté à ce type de distance. Donc, ces 2 courses, l'Ultra Bike France Jura et la RAF, a priori je vais les faire avec mon Ritchie Outback, le vert là que vous commencez à bien connaître. Vous savez, j'ai fait un montage mono-plateau, donc avec un plateau Wolftooth ovale de 38 dents et une cassette 1142. Franchement, ça fonctionne très bien, j'aime beaucoup parce que c'est simple à utiliser, on n'a pas besoin de réfléchir, on a une seule manette à gérer, voilà, on monte, on descend sur la cassette. Moi, ça va bien sur la route, ça évite de rouler comme un débile, ça permet d'y aller tranquille, mais quand même à des bonnes vitesses, ça permet de grimper de bonnes côtes. Mais c'est vrai que dans des bosses, quelquefois à 10% et plus,
j'ai tendance à forcer un peu, et comme j'ai pas forcément les meilleurs genoux du monde, ça serait mieux de moins forcer. Même si là, j'avoue que sur la Race Cross Paris, sur les premières bosses qui marquaient 15-17%, je me suis surpris à monter ça avec une facilité assez déconcertante. Bon, plus tard dans la journée, j'ai commencé à avoir un peu plus de mal, et après, bon, il y a eu les genoux, donc c'était encore plus difficile, mais sur le début, c'était facile. Donc, voilà, les développements, tout dépend de chaque personne. Ça n'empêche que je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose encore un peu plus souple. Vous savez, il y a les histoires de ratio. En gros, il faut diviser la valeur du plus gros pignon, donc là 42, par la valeur du plateau, donc là 38. Ça vous donne un ratio qui est plus ou moins autour de 1, donc ça va être supérieur ou inférieur à 1, et plus ça va aller au-dessus de 1, donc par exemple 1,2, 1,3, ainsi de suite, plus ça vous donne quelque chose de souple. Là, tiens, je vais refaire le calcul en direct, ça sera plus simple. Si je fais 42 divisé par 38, ça fait un ratio de 1,10. A priori, c'est déjà pas mal. Souvent, on parle d'un ratio de 1, qui est bien déjà pour grimper. Maintenant, quand on est comme moi avec des genoux pas terribles, qu'on n'a pas l'habitude de grimper et qu'on a un vélo un peu chargé, peut-être que plus souple, ça peut être mieux, vraiment pour mouliner et éviter de forcer. Avec le monoplateau, bon, je pourrais mettre une cassette 11,46. Par contre, ça me fait plus de trous entre les pignons, ce qui, en usage ultra, je pense, n'est pas ultra dérangeant. Et avec le pignon de 46, ça me ferait 46 divisé par 38, un ratio de 1,21. Donc là déjà, c'est plus souple. Maintenant, j'ai une autre idée, et je vais tester une nouvelle combinaison. J'ai découvert un truc l'autre jour, je suis tombé sur une story sur Instagram de quelqu'un qui avait installé des plateaux sur son GRX en 44-28. Donc là, de repasser en double plateau, 44-28, c'est plus petit que ce que propose Shimano, qui au plus petit fait 46-30 sur le modèle GRX 600. Là, en 11 vitesses, et je crois qu'en 12, c'est pareil. Alors ces plateaux 44-28, en fait, ils viennent d'une marque française qui s'appelle Spécialité TA, qui est basée dans l'Aisne. Seul truc, c'est que là, c'était pas dispo en France au moment où je les ai commandés. Maintenant, ça l'est de nouveau. Moi, j'ai dû les commander en Espagne. C'est un peu con de commander des motos français en Espagne, mais soit. Donc, j'ai eu mon plateau de 44, mon plateau de 28, ce qui me permet d'avoir un pédalier vraiment compact. Et ça, je vais l'associer en fait à une cassette 1136, donc là j'ai pris une cassette SRAM, je voulais prendre une cassette Sunrace, comme j'ai pour mon 1146, mais c'était pas dispo, donc j'ai pris une SRAM Force, je sais pas quoi, 1136, voilà, alors c'est pas le modèle de base, c'est déjà une qui est un peu plus légère et tout, enfin, on verra, tout ça c'est compatible ensemble, hein, bien sûr, normalement, et en fait cette installation double plateau, ça va me donner donc 36 divisé par, combien j'ai dit, 28, hein, c'est ça, 28, hop. Voilà, ça me fait un ratio de 1,28, donc quasi 1,3, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'encore plus souple que si je mettais le monoplateau en 46. Et surtout, ça devrait permettre sans souci de croiser la chaîne dans tous les sens, enfin, sans que ce soit bien de la croiser, mais ça va permettre de passer tous les rapports sans se dire à un moment le dérailleur va coincer. Et en plus de ça, comme c'est une cassette de 36, je pourrais normalement remettre un dérailleur fait pour le double plateau, donc rester dans une configuration de dérailleur un peu standard de ces Shimano, mais avec des développements plus souples que ce qui est proposé à l'origine. Donc je vais tester ça prochainement. Pour ça, j'ai dû acheter un collier comme ça pour fixer un dérailleur avant sur mon Ritchey. Et là, dès que je rentrerai chez moi dans quelques semaines, quelques jours, je ferai l'installation pour ça. Bon, après toutes ces explications sur le pourquoi du comment, j'ai en tête de refaire un montage double plateau sur mon vélo pour la RAF et compagnie. Vous vous dites peut-être que j'ai oublié de vous parler d'un truc, d'une des raisons pour laquelle j'ai cette idée de repasser en double plateau. Et vous auriez raison, là je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié un truc très important, c'est qu'en fait en monoplateau, j'y trouve en fait un seul vrai inconvénient, c'est que dans les descentes ou dans les faux plats descendants un petit peu longs, il y a un moment où il est plus possible de pédaler, ou alors il faut tourner à 120, 150 tours minute, donc c'est compliqué. Alors c'est vrai que ça permet du coup de se dire je m'économise, hein, ça permet de se reposer, voilà, faut accepter ça et finalement c'est pas si mal, hein, le vélo il accélère quand même, il n'y a pas de souci, mais j'avoue que des fois j'aimerais bien pouvoir aller un peu plus vite, profiter de ces descentes, de ces faux plats descendants, ou même tout simplement parfois sur le plat, vent dans le dos, ou même pas vent du tout, de pouvoir aller plus vite, et c'est là l'intérêt d'avoir un plateau un peu plus grand, donc ici le plateau de 44, et donc de remettre ce double plateau. Dernier point dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que je vais faire pour éviter de trop me péter les genoux à l'avenir. Déjà, donc, tenter quelque chose encore plus souple, même si je pense pas que ça fasse vraiment le gros du boulot, que ça fasse des miracles.
La première chose que je vais faire, ça va être, je pense, de m'acheter des chaussures, enfin de chercher vraiment des chaussures bien à mon pied, parce que là, comme j'ai les pieds un peu longs, un peu larges, souvent je me retrouve à prendre des chaussures trop grandes pour avoir la largeur nécessaire. Et donc je dois sûrement flotter un petit peu dedans, peut-être que ça aide pas pour le maintien, et donc que ça peut parfois se répercuter dans les genoux. Je pense que c'est pas le point principal, mais à mon avis ça en fait partie. Je vais sans doute me retourner vers la marque Lake, j'en avais acheté il y a 4 ans, mais j'avais été pas forcément hyper bien conseillé, ni eu forcément les bons essais possibles, parce que malheureusement je ne peux pas essayer en magasin comme il n'y a pas ma pointure dispo. Ce qui fait que j'avais acheté des chaussures un petit peu trop larges. La longueur, c'était pas trop mal, mais c'était un peu trop large surtout. Donc là, je referai des essais en prenant bien les mesures et tout. Et le second truc, ça sera, on en parle depuis un moment, c'est faire une étude posturale. Alors pour l'étude posturale, j'avais déjà vu quelques candidats potentiels pas trop loin de La Rochelle. Jérôme, avec qui je roule de temps en temps, lui, il avait fait ça chez un truc clinique bioméca, je crois, un truc comme ça à Bordeaux. Enfin, pareil, je vous remets un lien en description si je retrouve, ou Inéthique, maintenant ça s'appelle, je sais plus. Ils ont l'air super sérieux, lui, on est super content, donc ça, c'était une première possibilité. Après, sur la Race Cross Paris, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Lionel Lestrade, ou Lestrat, désolé si je prononce mal, qui lui est basé sur Nantes, pareil, qui fait des études posturales qui ont l'air vraiment bien. Et il y a Régis, un des participants de la course que je vois de temps en temps, qui lui a fait chez lui et qu'on est très content. Et en fait, ce gars-là, je le connaissais déjà un petit peu parce qu'il fait des vidéos sur YouTube. Je vous mets sa chaîne aussi en description. C'est intéressant dans ce qu'il fait, notamment peut-être pour le positionnement des cales. Là, j'ai revu le truc. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, il y avait lui, on a discuté un peu, très sympa. Et le troisième candidat, ça, je vous refais l'histoire parce que c'est assez rigolo. Je regardais les arrivées avec un gars qui s'appelle Christian, qui avait fait le 1000 aussi, lui qui était finisher du 1000. Et puis, on regarde les gens qui arrivent. Et puis, il y a une nana qui arrive. Qui est avec son bébé dans les bras, qui vient me voir et me dit bonjour, je vous connais d'Instagram via votre copine, je sais que vous faites des belles photos, voilà mon téléphone, mon mari arrive, faites des photos. Et puis elle s'est barrée. Et là j'ai dit ok, c'est qui ton mari, qui est-ce que je prends en photo? Bon, il y a une seule personne qui est arrivée, j'ai vite compris qui était son mari quand ils ont commencé à se faire des bisous. Donc j'ai fait quelques photos, voilà, je lui ai rendu son téléphone. Et dans la soirée, elle m'a renvoyé un message pour me dire merci pour les photos et pour me dire que son mari faisait des études posturales. Du coup, on a discuté un petit peu, donc il s'appelle Pierre-Alexandre, lui il faisait le 300 km. Il est du côté de Cognac, donc pareil, pas très loin de chez moi, et avec son meilleur ami qui s'appelle Kylian, si je ne me trompe pas, ils ont lancé leur boîte il n'y a pas longtemps pour faire aussi des études posturales pour le vélo. Donc ils font ça en partenariat avec un magasin qui est pas trop loin de Cognac, à Château-Bernard, Véloland si je ne me trompe pas. Et bon voilà, on s'est eu au téléphone, on a discuté un petit peu, et là il y a un rendez-vous qui est posé pour le 31 mai pour aller voir ça. Donc ça sera l'occasion de bien me poser sur le vélo, mais aussi de faire un petit peu de vidéo pour faire un retour d'expérience sur tout ça, voir ce que ça donne, et il n'y a plus qu'à espérer qu'ensuite je puisse rouler sans trop me faire mal, surtout pour la RAF, parce que ça va être long, et j'aimerais bien pouvoir profiter de tous les jolis paysages et de cette belle aventure. Écoutez, si vous avez des questions, on fait ça en commentaire, et je vous dis à très bientôt.